Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Après la mort de mon mari, sa famille m'a expulsée de la maison mais ils n'avaient aucune idée de ce que je cuisinais pour eux. Je m'appelle Grace Mitchell, j'ai 45 ans, et pendant plus de 20 ans, j'ai été l'épouse d'un homme exceptionnel, Jonathan Mitchell. Il n'était pas parfait, il pouvait être distrait, parfois têtu, mais il était profondément bon, loyal jusqu'à l'os, travailleur acharné, et surtout, il m'aimait d'un amour simple et solide comme un rocher. Pas fait de grandes déclarations théâtrales, mais de gestes constants, d'attention sincère, de silence plein de respect. Nous nous sommes rencontrés à la fin de nos études. Lui sortait tout juste de la faculté de droit de Georgetown, encore vêtu de son costume élimé qu'il portait trop souvent, avec ce regard brillant de ceux qui savent qu'ils vont changer leur vie. Moi, je terminais mon cursus à l'Institut culinaire d'Amérique à New York. Je me souviens du jour exact où nos chemins se sont croisés, un samedi pluvieux, à une conférence d'alumni où nous étions tous deux présents presque par erreur. Il avait commandé un café noir et un bagel, que j'avais critiqué gentiment pour son manque de goût. Il avait ri, un peu gêné, puis m'avait dit. « Alors vous devez être chef ou quelque chose comme ça. » Je lui avais répondu, sourire en coin. « Et vous devez être avocat, mais pas très bon en petit déjeuner. » On s'est assis ensemble. On n'est plus jamais reparti. Dès le premier jour, j'ai su que je ne rencontrerais jamais un autre homme comme lui. Il y avait chez lui une douceur rare, une manière d'écouter vraiment. Il ne parlait jamais de lui avant d'avoir écouté les autres. Et surtout, il me regardait comme si j'étais un miracle dans sa vie. Moi, une fille de quartier ouvrier, avec mes recettes de grand-mère, mes ambitions cachées et mes mains toujours pleines d'odeurs d'oignons et de beurre fondu. Les premières années furent dures. Très dures même. Nous avons vécu dans un studio minuscule à Silver Spring, au-dessus d'un vieux garage qui sentait l'essence et l'humidité. Il étudiait tard, je travaillais tôt. Lui au cabinet d'un petit avocat mal payé, moi dans les cuisines de restaurants qui me voyaient à peine. Il n'y avait pas grand-chose, à part notre détermination. Mais chaque jour, on rentrait à la maison avec le sourire, heureux d'être ensemble. On partageait un bol de soupe, un bout de pain, et il me disait que ma cuisine avait le pouvoir de faire oublier la fatigue. Puis, peu à peu, les choses se sont améliorées. Il a monté les échelons, moi aussi. On a mis de côté chaque centime, refusé les sorties inutiles, renoncé aux vacances. Et après des années de patience, on a pu acheter notre maison. Une petite demeure en briques rouges dans un quartier calme du Maryland, avec un porche en bois que Jonathan a peint lui-même, et un potager à l'arrière que j'ai planté de mes mains, tomates, basilic, menthe, lavande. Et au cœur de cette maison, il y avait ma cuisine. Mon sanctuaire. Je m'y levais à 5 heures du matin pour pétrir le pain, préparer les conserves, tester des sauces, inventer des desserts. Jonathan adorait goûter mes plats en avant-première. Il fermait les yeux, posait sa fourchette lentement et murmurait. Ma femme est un trésor que le monde ne connaît pas encore. Mais ce bonheur, cette vie simple et sincère, n'était pas du goût de sa famille. Dès le début, la mère de Jonathan, Margaret Mitchell, m'avait jugé. Elle n'avait même pas essayé de cacher son mépris. Lors de notre toute première rencontre, elle m'avait lancé un regard scrutateur, de la tête aux pieds, comme si elle évaluait un objet dans une vitrine. Puis, en se tournant légèrement vers son fils, elle avait chuchoté, d'un ton acide. Une simple cuisinière ? Mais ce murmure, je l'ai entendu. Et même si Jonathan avait tenté de désamorcer la situation avec un sourire crispé, le malaise était déjà là. Installé. Comme une nappe invisible sur la table. Margaret appartenait à ce genre de femme façonnée par les apparences et les traditions sociales, tailleur Chanel impeccable, cheveux argentés relevés en chignon, et lèvres toujours maquillées d'un rouge froid comme l'acier. Elle venait d'un monde de country club, de réceptions caritatives, de mariages entre familles respectables. Un monde où l'on ne posait jamais trop de questions, mais où chaque détail, la marque de ton sac, ta façon de prononcer les mots, la manière dont tu tenais ton verre était jugée. Classée. Étiquetée. Et moi, Grace Mitchell,
née Grace Taylor dans un quartier ouvrier de Baltimore, femme noire, fille d'un mécanicien et d'une aide-soignante, formée à la sueur de mon front dans les cuisines brûlantes des restaurants, je ne cochais aucune de ces cases. Elle ne me disait jamais franchement ce qu'elle pensait. Elle préférait le langage du silence. Des sourcils haussés. Des petits rictus en coin. Des soupirs exagérément discrets. Elle me parlait comme on parle à une employée, pas à une belle-fille. Jamais de questions sur mon travail, sur mes rêves, sur ma famille. Seulement des instructions, et parfois, des remarques condescendantes déguisées en compliments. Cette tarte aux pommes, on dirait presque celle du traiteur du club. C'est adorable. Le frère aîné de Jonathan, Robert, était tout aussi glacial, mais d'une autre manière. Il ne me regardait presque jamais dans les yeux. Son monde, c'était les chiffres, les contrats, les investissements. Je n'étais pour lui qu'une anomalie, une note dissonante dans la symphonie bien orchestrée de la famille Mitchell. Il me saluait d'un signe de tête distrait, puis retournait immédiatement à son téléphone ou à ses discussions sur les marchés financiers. Parfois, lors des dîners familiaux, je sentais son regard glisser sur moi, pas comme un regard d'homme, non. Un regard d'auditeur, qui évalue la rentabilité d'un élément dans une structure. Et très clairement, dans son esprit, je n'étais pas un bon investissement pour Jonathan. Et puis il y avait Camilla, la sœur cadette. Plus subtile, plus rusée. Toujours souriante, toujours polie, mais venimeuse. Elle maîtrisait l'art du mépris déguisé en élégance. Elle me lançait des phrases qui, sur le papier, semblaient aimables, mais qui piquaient comme des aiguilles sous la peau. Tu cuisines vraiment très bien, Grace. C'est rare de voir autant de passion chez quelqu'un qui n'a pas fait d'études universitaires. Ou encore. C'est bien que tu sois là. Tu apportes une sorte de chaleur rustique aux événements familiaux. C'est authentique. À chaque fois, je répondais par un sourire. Un sourire que je forgeais à la force de ma dignité. Malgré tout cela, je suis toujours restée respectueuse. À chaque dîner, chaque anniversaire, chaque Thanksgiving, j'étais là. Ponctuelle. Présente. Serviable. Je cuisinais, je dressais la table, je servais les plats, je nettoyais derrière. Je préparais leurs mets préférés, j'écoutais leurs conversations sans jamais m'imposer, j'essayais de me faire toute petite, toute douce. Non pas par soumission, mais par amour pour Jonathan. Parce que je voulais qu'il ait une famille unie, même si je savais que moi, je n'en ferais jamais vraiment partie. Je pensais qu'avec le temps, il finirait par voir qui j'étais vraiment. Pas une menace. Pas une erreur. Mais une femme honnête, droite, passionnée par son art, aimant envers leur fils et leurs frères. Une femme digne d'être traitée avec respect. Mais je n'étais jamais assez bien pour eux. Pas assez classe. Pas assez éduquée. Pas assez convenable. Et surtout, je le savais au fond de moi, pas assez blanche. Ils ne l'ont jamais dit. Ils n'ont pas eu besoin de le dire. Tout dans leur regard, leur silence, leurs gestes voilés me le criaient. C'était là, dans chaque comparaison implicite, dans chaque souvenir raconté d'une ancienne petite amie de Jonathan, Catherine, tu te souviens? Elle était si cultivée, si gracieuse. Et pourtant, je n'ai jamais plié. Parce que dans les yeux de mon mari, chaque soir, je voyais ce que valait mon amour. Et cela suffisait à me relever, encore et encore. Et puis, un jour, le ciel m'est tombé sur la tête. Tout a commencé discrètement, comme une ombre dans un coin de pièce. Jonathan avait perdu un peu de poids, mais on pensait que c'était le stress, le surmenage. Il travaillait sur un gros dossier, passait des heures au cabinet, sautait des repas. Rien d'inquiétant, croyait-on. Mais les semaines passaient, et sa fatigue devenait pesante, inhabituelle. Son teint avait pâli. Son sourire, jadis éclatant, semblait souvent lointain, figé. Un soir, il s'est plié de douleur en pleine nuit, réveillé par une crampe si intense qu'il en avait les larmes aux yeux. Je n'avais jamais vu cet homme pleurer. Ni pour un échec, ni pour une perte, ni même à l'enterrement de son père. Là, il était brisé. On a consulté, d'abord un généraliste, puis un gastro-entérologue. Il a subi une série d'examens, d'IRM, de biopsies.
Chaque rendez-vous était un peu plus angoissant que le précédent. Puis un matin, dans un bureau à la lumière trop crue, un médecin au visage fermé a prononcé les mots qu'aucune épouse ne devrait jamais entendre. Cancer du pancréas. Stade avancé. Métastase hépatique. Je n'ai pas compris tout de suite. Ou plutôt, mon esprit refusait de comprendre. Jonathan, lui, est resté calme. Trop calme. Il a juste serré ma main, fort. Moi, j'ai senti mon cœur s'écraser contre ma cage thoracique. À partir de ce jour, le temps a changé de texture. Les jours sont devenus des batailles. Les nuits, des veilles. Chaque minute était comptée, et chaque sourire, un miracle. Il a essayé la chimiothérapie. On a testé un protocole expérimental à l'hôpital Johns Hopkins. Il y croyait un peu. Moi beaucoup. Mais les résultats sont restés cruels, le cancer progressait plus vite que les traitements. Il perdait du poids à vue d'œil. Ses mains, jadis larges et chaleureuses, étaient devenues fines, osseuses, presque fragiles. Il avait froid tout le temps. Alors je lui tricotais des chaussettes, je lui préparais des bouillons doux, des soupes qu'il peinait à avaler. Je refusais de l'envoyer à l'hospice. Je voulais qu'il reste à la maison, dans notre cocon, dans notre histoire. Là où chaque mur avait vu notre amour grandir. Là où je pouvais encore sentir l'odeur du pain qu'il adorait, ou le parfum du romarin sur le rebord de la fenêtre. Je me suis transformée en infirmière. En gardienne. En sentinelle. J'ai appris à lire ses silences, à reconnaître les douleurs qu'il n'osait plus nommer. Je me levais toutes les 2 heures pour lui donner ses médicaments. Je restais assise à son chevet, parfois en silence, parfois en lui lisant les livres qu'il aimait. On écoutait de la musique douce, souvent du jazz, comme lors de nos premiers rendez-vous. Parfois, il s'excusait. Je suis désolée, Grace. Je ne voulais pas te faire vivre ça. Et moi, je lui caressais le front en répondant. Tu ne m'as rien fait vivre. Je vis avec toi. Jusqu'au bout. Tu es encore l'homme le plus fort que je connaisse. Il me souriait faiblement. Et ce sourire valait toutes les forces du monde. Le jour où il est parti, il faisait beau dehors. Ironiquement. Un ciel bleu, presque cruel. La maison était silencieuse. Il dormait beaucoup depuis quelques jours, à cause de la morphine. Et puis, sans bruit, sans drame, il a simplement cessé de respirer. J'ai posé ma tête contre son torse. Il n'y avait plus rien. Juste un immense vide. Un froid profond m'a traversé. Pas celui de l'hiver, mais celui de la perte. Je suis restée là, des heures, incapable de bouger, incapable de pleurer. Comme si mon corps refusait d'admettre que l'homme que j'aimais depuis plus de 20 ans n'était plus là. Quand il est mort, une partie de moi est morte avec lui. Pas seulement la femme. Pas seulement l'épouse. Mais la partenaire, la confidente, celle qui existait dans son regard. Sans lui, je n'étais plus sûre de qui j'étais. J'étais vide. Creuse. Silencieuse. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que la douleur que j'avais vécue n'était que le début. Je croyais avoir tout perdu. Mais le pire était encore à venir. Le lendemain de l'enterrement, alors que mon cœur n'avait même pas eu le temps de comprendre l'absence de Jonathan, sa famille est arrivée. Il était à peine 10 heures du matin. J'étais encore en robe noire, assise dans la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains. La maison était silencieuse, presque sacrée. Les fleurs envoyées pour les funérailles embaumaient encore le salon. Je pensais qu'il venait pour parler. Pour pleurer. Pour se souvenir de lui, ensemble. Mais quand j'ai vu Margaret Mitchell franchir la porte avec son tailleur anthracite parfaitement repassé, suivi de Robert au regard fermé, et de Camilla, tirée à 4 épingles, mon estomac s'est noué. Et quand un homme en costume, que je ne connaissais pas, les a rejoints avec une mallette à la main, j'ai compris que ce n'était pas une visite de condoléances. C'était une exécution. Ils se sont installés dans le salon comme s'ils étaient chez eux. Margaret a croisé les jambes, droite comme une statue de marbre. Robert est resté debout, les bras croisés, comme s'il surveillait une scène. Camilla, elle, fixait un vase, évitant soigneusement mon regard. Le silence a duré une éternité.
Puis, Robert a pris la parole. Sa voix était tranchante, sans émotion. La maison est au nom de Jonathan seul. Il n'a jamais changé l'acte de propriété. J'ai cligné des yeux, comme si ces mots étaient des coups. Pardon, ai-je murmuré. L'avocat a ouvert un dossier, on a sorti des copies de documents, l'acte de propriété, l'acte de naissance de Jonathan, tout ce qu'il fallait pour effacer ma présence légale d'un coup de papier. Il n'a pas laissé de testament, a ajouté Camilla, toujours sans me regarder. Et légalement, tout revient à la famille. Tu n'as aucun droit ici, Grace. Je me suis figée. Jonathan avait promis. Plusieurs fois. Il m'avait dit. Je m'en occupe cette semaine, chérie. Je vais mettre ton nom sur la maison. C'est une formalité. Mais entre le travail, la fatigue, puis la maladie qui l'avait dévasté, il n'avait jamais eu le temps. Je me suis levée, lentement, la gorge serrée, le cœur battant à tout rompre. Vous me mettez dehors ? Ai-je murmuré. Margaret a pris la parole pour la première fois. Sa voix, douce en apparence, était glaciale. Tu n'es pas légalement mariée à cette maison, Grace. Et nous devons protéger le patrimoine de Jonathan. Tu comprends, n'est-ce pas ? Non. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment, après 20 ans à construire cette vie, à bâtir ce foyer brique après brique, à aimer leur fils de tout mon être, je pouvais être traitée comme une intruse. Puis Margaret a poursuivi. On te laisse 48 heures pour faire tes valises. Elle a fait un petit geste de la main, comme si elle me remerciait pour mes services après un contrat terminé. Camilla s'est levée, s'est dirigée vers la chambre, et est revenue quelques minutes plus tard, avec une valise. Ma valise. Celle que j'utilisais pour nos week-ends à la campagne. Nous t'avons préparé quelques affaires. Je n'ai pas pu répondre. Les mots restaient coincés dans ma gorge, écrasés par la violence silencieuse de la scène. Je me suis senti transparent, inutile, anéanti. Ils sont repartis comme ils étaient venus. Sans une larme. Sans une hésitation. Et moi, je suis resté là, seul, debout dans le salon vide, avec une valise à la main, devant ce qui avait été mon foyer, mon sanctuaire, ma vie pendant plus de 20 ans. Tout sentait encore Jonathan, sa veste posée sur le dossier du fauteuil, sa montre sur la table de nuit, son parfum dans l'air. Mais la loi, froide et aveugle, venait de me rayer de son monde. Après avoir été chassé de ma propre maison, je n'avais nulle part où aller. Toutes mes affaires, mes souvenirs, ma vie entière enfermée dans une simple valise. Angela, mon amie de toujours, m'a tendu la main sans poser de questions. Elle m'a accueilli dans son petit appartement au-dessus d'un salon de coiffure, dans le quartier populaire de Brooklyn Heights. Le logement était modeste, une pièce principale, une cuisine minuscule, un lit contre le mur et une fenêtre qui donnait sur une ruelle bruyante. Mais c'était un toit. Un peu de chaleur dans une période glaciale. Je ne dormais plus. Je tournais en rond la nuit, hanté par le vide laissé par Jonathan, et par l'injustice brutale de sa famille. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Margaret me tendre cette valise. Je revivais cette scène comme une gifle répétée, une trahison qui me volait non seulement mon mari, mais ma dignité. Pendant des semaines, je suis restée prostrée. Je ne mangeais presque rien. Le goût m'avait quitté, et avec lui, une partie de moi. Moi, qui avais toujours cru que la cuisine était un langage d'amour, je n'avais plus la force de poser la main sur une casserole. Je n'étais plus qu'une ombre. Angela me laissait de l'espace, mais je sentais son inquiétude. Elle m'apportait des tasses de thé, des petits plats, m'encourageait doucement. Grace, tu dois revenir à toi. Tu as encore de la lumière. Il faut juste la rallumer. Mais je ne la croyais pas. Je pensais que j'étais finie. Et puis un soir, alors que j'étais recroquevillée sur le canapé, la télévision allumée sans que je l'écoute vraiment, une émission culinaire a capté mon attention. C'était un concours, des chefs s'affrontaient pour créer un plat à partir d'ingrédients simples. L'un d'eux parlait de sa grand-mère, de la recette qu'elle lui avait transmise, de ce que la cuisine représentait, la mémoire. Le foyer. L'amour. Et là, quelque chose s'est rallumé en moi. Un tressaillement. Une étincelle. C'était discret, fragile,
mais réel. Je me suis levée. J'ai ouvert le minuscule frigo. Il n'y avait presque rien, un oignon, 2 œufs, un fond de lait, un reste de pain. Mais mes mains ont commencé à bouger toutes seules, comme mues par une mémoire plus forte que le chagrin. J'ai fait du pain perdu, comme je le faisais à Jonathan les dimanches où il restait au lit. Et en goûtant la première bouchée, les larmes sont venues. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de reconnexion. Je n'étais pas morte. Pas entièrement. Et la seule chose capable de me ramener à la vie, c'était la cuisine. C'est ainsi qu'est né Grace Cook. Au départ, ce n'était qu'un petit mot écrit sur une feuille que j'ai scotché à la vitrine du salon de coiffure d'Angela. Chef privé dîners intimes, anniversaire, brunch à domicile. Cuisine maison, chaleureuse, sincère. Les débuts furent timides. 1 ou 2 appels. Des petits événements, des anniversaires de couples âgés, des brunchs entre collègues. Je venais avec mes ustensiles dans un vieux sac à roulettes, je préparais tout dans la cuisine du client, puis je repartais discrètement, avec un pourboire et des sourires. Mais chaque plat que je créais portait une histoire. Une mémoire. Un bout de moi. Et les gens le ressentaient. Mon bœuf braisé à la cardamome, mon poulet à la cannelle et au citron confit, mes tartes rustiques au caramel salé, tout le monde voulait en savoir plus. Mes plats parlaient pour moi, mieux que je ne l'aurais fait. La bouche à oreille a commencé. Puis les appels ont afflué. En quelques mois, j'étais de retour. Pas dans leur monde, non. Dans le mien. Je m'étais reconstruite avec mes casseroles, mes herbes, mes sauces. J'avais redonné du sens à ma vie, une bouchée après l'autre. Et puis un jour, le téléphone a sonné. Bonjour, ici Camilla Mitchell. On m'a parlé de vos prestations. J'organise une soirée de gala pour une levée de fonds, et j'aimerais beaucoup vous engager pour le dîner. Je suis restée figée. Camilla. Elle n'avait aucune idée de qui se cachait derrière Grace Cook. Mon nom, mon visage, mon existence, elle les avait rayés de sa mémoire, comme on efface une erreur dans un tableau de compte. Mais moi, je n'avais rien oublié. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas raccroché. Je lui ai répondu avec une voix douce, posée, professionnelle. Avec plaisir, Madame Mitchell. Envoyez-moi les détails. Je me ferai un plaisir de vous servir. Quelques semaines après l'appel, Camilla Mitchell m'envoya le dossier de l'événement, une réception privée fastueuse pour célébrer le lancement de son partenariat avec une marque française de cosmétiques de luxe. Un dîner prestigieux, 25 convives triés sur le volet, des investisseurs, des influenceurs, quelques visages médiatiques, et, bien sûr, sa famille. Elle précisait. On m'a dit que vous faisiez une cuisine gastronomique fusion très raffinée. Je veux quelque chose d'élégant, mais original. Pas trop chargé, pas trop classique non plus. Et il faut que ça impressionne. Sa voix était sèche, directive, sans reconnaissance, comme si elle parlait à n'importe quel traiteur. Elle n'avait aucune idée que c'était moi. Que c'était Grace, la femme qu'elle avait aidé à jeter hors de sa propre maison, comme un bagage oublié. J'ai accepté. Sans trembler. Mais à l'intérieur, je cuisinais déjà. La réception avait lieu dans une maison de maître située dans le quartier huppé de Mount Vernon, au cœur historique de Baltimore. Des colonnes blanches, des escaliers en marbre, des lustres en cristal. Un décor tiré d'un magazine de luxe. Le personnel courait partout, coordonné comme une troupe de théâtre. Tout devait être parfait. Et moi, j'étais la chef invisible derrière le rideau. Je suis arrivée avant le lever du soleil. J'avais tout planifié, tout calibré. Chaque ingrédient avait été choisi avec soin. Chaque cuisson, chaque assiette, chaque parfum, chaque sauce, portait une part de ma mémoire. C'était mon histoire que j'allais servir à table. Le menu de la mémoire. Entrée, velouté de courges musquées aux noisettes grillées et à l'huile de sauge. Une recette douce, chaleureuse, que Jonathan adorait les soirs d'automne. Une soupe qui parlait d'intimité, de simplicité assumée. Margaret l'a goûté, puis a demandé une deuxième assiette. Plat principal, médaillon de veau aux morilles, purée de patates douces et réduction de vin rouge au bail de genièvre.
Une variation d'un plat que Jonathan m'avait suggéré un soir de pluie, entre 2 verres de vin. Il m'avait dit. Imagine ça dans un restaurant étoilé, Grace. Tu es à ça d'un prix James Beard. Ce plat, c'était notre ambition commune. Et ce soir-là, Robert a murmuré. Délicieux. Raffiné. Sans savoir qu'il mangeait une création née de notre amour. Dessert, fondant au chocolat noir, piment doux et perles d'hibiscus. Une fusion entre douceur et feu. Entre tendresse et morsure. Tout ce que j'avais ressenti depuis 1 an. Camilla l'a trouvé, renversant. À la fin du repas, quand les applaudissements ont commencé à fuser parmi les convives, Camilla est venue me chercher en coulisses. Vous avez fait un travail magnifique. Les invités sont conquis. Vous devriez venir vous présenter. Je veux que l'on vous voie. Je l'ai regardé sans rien dire. Puis j'ai enfilé ma veste de chef, lissé d'un geste lent le col blanc, attaché mes cheveux. Et je suis entré dans la salle. La conversation s'est éteinte instantanément. Les têtes se sont tournées. Et le silence a coulé comme du plomb. Margaret, assise près de la cheminée, a figé sa main en l'air, une fourchette suspendue entre ciel et terre. Grace ? A-t-elle soufflé, la bouche entr'ouverte, le regard vidé. Robert s'est redressé sur sa chaise. Camilla a reculé d'un pas. J'ai balayé la salle du regard, lentement. Pas avec haine. Pas avec rage. Avec une paix que je m'étais offerte. Puis j'ai parlé, calmement, ma voix claire, posée, sans tremblement. Pendant 20 ans, j'ai nourri cette famille. Dans l'ombre. Avec amour, avec soin, avec constance. Et même après avoir été chassée de ma maison, je n'ai jamais cessé d'honorer la mémoire de l'homme que vous avez perdu. Ce repas, ce soir, c'était pour lui. Je ne suis pas revenue pour me venger. Je suis revenue pour me rappeler qui je suis. Pas un mot ne fut prononcé après cela. Juste le silence, lourd, abasourdi, impuissant. Et moi, je suis repartie. La tête haute. Le cœur apaisé. Mon entreprise, Grace Cook, est aujourd'hui l'une des plus demandées sur la côte est. J'ai servi des ambassadeurs, des stars, des familles modestes aussi. Chaque plat que je sers porte ma signature, celle d'une femme tombée, puis relevée, transformée. J'ai publié un livre. Le goût de la résilience. Il ne parle pas que de cuisine. Il parle de courage. D'humiliation. De renaissance. Je donne des conférences maintenant. Sur la dignité silencieuse, sur l'art de ne pas se venger, mais de s'élever. Et avec mes économies, j'ai racheté une maison. Dans la même rue que celle d'où l'on m'avait expulsée. Une maison plus lumineuse, plus grande, plus belle. Je l'ai baptisée, Maison Jonathan. Je n'ai jamais oublié ce qu'ils m'ont fait. Mais je n'ai plus besoin de leur validation. Parce qu'aujourd'hui, je me nourris de ma force. Et eux ? Ils savent ce qu'ils ont perdu.